Bonjour à tous, merci d'être présents. Je vais présenter avec Hervé Barre aujourd'hui dans cette deuxième partie de cet épisode 1, les autres produits injectables après les corticoïdes. Il s'agit donc de parler des acides hyaluroniques intra-articulaires que nous connaissons bien en rhumatologie et puis de divers autres traitements qui ont soit déjà été testés, soit qui sont à venir et en développement. Ce sont mes liens d'intérêt, la plupart ponctuels, consultant, coordination d'essais cliniques ou intervention dans des congrès. Comme vous le savez tous, les acides hyaluroniques sont utilisés en clinique humaine dans la gonarthrose depuis les années 70. Ils sont arrivés en France dans les années 90, ont été remboursés à partir du début des années 2000 et malheureusement déremboursés fin 2017 après plus de 4 ans et demi de combat. Mais pendant ce temps-là, malheureusement, pas de recommandation de notre société scientifique. Ce déremboursement est intervenu en dépit d'une efficacité des acides hyaluroniques attestée par plus de 70 essais cliniques randomisés, 17 méta-analyses. J'ai fait un papier de revue avec Hervé Barre sur ces questions qui montraient à quel point nous avions de bonnes preuves d'efficacité et un très bon bénéfice-risque. Il y a également un autre papier qui montre des données sur le profil des patients susceptibles de répondre au traitement. Ces traitements font partie de l'arsenal couramment utilisé par les rhumatologues en France dans la gonarthrose, avec une efficacité d'environ les 2/3 des cas, plus de 6 mois et jusqu'à plus d'1 an, voire encore plus chez certains patients. Voyons un peu ce que nous disent les recommandations à propos des acides hyaluroniques. L'OARC et l'ESCHEO, dans leur mise à jour de 2019, recommandent les acides hyaluroniques intra-articulaires, ce qui est nouveau. L'OARC conditionnellement pour les patients à tout stade selon les comorbidités, et chez les patients gonarthrose sans comorbidité, les acides hyaluroniques sont recommandés après échec des INS topiques ou oraux, y compris coxyde. L'ESCHEO recommande les acides hyaluroniques chez les patients avec contre-indication aux anti-inflammatoires ou encore symptomatiques malgré la prise d'anti-inflammatoires. Donc tout tourne autour des anti-inflammatoires, ce qui est, me semble-t-il, problématique. Je ne suis pas sûr qu'il faille passer par les anti-inflammatoires systématiquement chez nos patients. L'ACR recommande conditionnellement contre, mais reconnaît leur utilité éventuelle si échec des autres traitements plutôt que de ne rien faire, ce qui semble raisonnable. Enfin, les récentes recommandations du traitement pharmacologique de la gonarthrose par la SFR 2020, présentées en 2018 au Congrès, nous disent que les injections intra-articulaires d'acide hyaluronique peuvent être proposées sans en attendre un effet structuromodulateur. C'est un papier publié par Jérémy Selam au début de cette année. Venons à ce qui nous a beaucoup préoccupés et ce qui crée un paysage nouveau. Ce sont les conséquences du déremboursement, tout d'abord les conséquences médicales. On pouvait craindre un effondrement du nombre de patients traités, comme nous l'avions dit avec Hervé, la pénalisation des patients les moins aisés, donc une perte de chance, de ce fait un report vers des traitements plus iatrogènes, anti-inflammatoires, opioïdes, iatrogènes notamment chez les sujets âgés, et une augmentation du recours à la prothèse totale, plus vite, plus jeune. 50 000 patients traités par mois au lieu de près de 100 000 avant décembre 2017. Pénalisation des patients les moins aisés, on n'a pas de données sur ce point. Le paradoxe, c'est que dans les cabinets, il ne semble pas que nous ayons beaucoup de refus du fait du non-remboursement alors qu'il y a moins de patients traités. Il faudrait sans doute que nous-mêmes, SNMR, évaluions quelle baisse avons-nous notée dans les cabinets, avons-nous des refus de traitement, quelle catégorie sociale est concernée par ces refus de traitement. Nous avions parlé d'un report éventuel vers des traitements plus iatrogènes. Nous n'avons pas de données disponibles. La Caisse nationale d'assurance maladie les a certainement, mais comment accéder à ces données? Il y a un service statistique de la CNAM. Il semble que l'accès soit assez opaque. Le SNMR pourrait sans doute demander au service statistique de la CNAM s'il y a eu plus d'INS, plus d'opioïdes prescrits chez les gonarthrosiques depuis fin 2017. De la même façon, on pourrait demander à la CNAM s'il y a une augmentation du recours à la prothèse totale ces 3 dernières années, car nous n'avons pas actuellement de données vérifiables. Nous pouvons également demander à nos amis orthopédistes ce qu'il en est et s'ils ont noté une augmentation. On pouvait anticiper sur le plan, je dirais, du marché et commercial, une baisse des prix par une grande partie des laboratoires commercialisant les acides hyaluroniques, une commercialisation de nombreux nouveaux produits, en particulier monodoses ou associés à d'autres composants. Et puis, bien sûr, la possibilité pour tout le monde, pour tous les praticiens, même ceux peu habitués à injecter, d'utiliser ce traitement et donc une augmentation possible des risques liés à cette libéralisation, entre autres les arthrites septiques.
Et puis, la multiplication du recours aux monodoses plutôt qu'aux tri-injections. Il y avait également à évaluer les conséquences sur l'acte d'injection, la cotation ou la pratique de modalités de facturation particulières hors cotation. Et enfin, les impacts en termes de pratiques commerciales éventuelles, stock de produits, vente des produits directement aux patients, acide hyaluronique business, etc. Alors, la baisse des prix, elle a eu lieu. On peut trouver des tri-injections à partir de 36,40 €, c'est le cas du Replazin par exemple, jusqu'à 100 ou 120 €, c'est le cas d'Artrom ou Artrom HCS, et des mono-injections entre 60 €, l'Osténil Plus, et 170-175 €, le Durolan ou le Cingal. Les marges pharmaciens, dans la mesure où les prix sont libres maintenant, sont extrêmement variables. Certaines pharmacies font du discount, notamment sur Internet, d'autres de l'inflation et font payer très cher. Commercialisation de nombreux acides hyaluroniques nouveaux. Eh bien, effectivement, le nombre de produits s'est considérablement accru, avec en particulier la sortie de monodoses par quasiment toutes les firmes. On a 53 produits enregistrés sur le marché, 53 entrées en comptant les différentes formulations, 43 produits si on compte les tri, mono et associations diverses, 18 produits mono-injectables, que ce soit des monos réticulés ou d'autres simples augmentations de la dose dans la seringue, c'est-à-dire du 3 en 1 par exemple, et puis des associations avec du sorbitol, du mannitol, de la chondroïtine sulfate, etc. Alors, je vous passe très rapidement trois tableaux qui nous disent l'ensemble des produits disponibles. Vous voyez, il y en a une kyrielle, deuxième tableau, encore une kyrielle, et troisième tableau, et voilà, ça fait les 53. Il y en a que, personnellement, je ne connaissais pas quand je suis allé explorer ce tableau. Possibilité pour de nombreux praticiens peu habitués aux injections d'injecter des acides hyaluroniques et risques liés à cette libéralisation. On n'a actuellement pas de données sur ce que ça a pu faire et si effectivement les praticiens peu rompus aux infiltrations ont commencé à en faire et s'il y a eu une augmentation de la iatrogénicité ou du nombre d'arthrites septiques. On n'a pas de données sur le nombre de praticiens non rhumato ou MPR pratiquant ces injections et pas de données sur une éventuelle augmentation du nombre d'arthrites septiques. Si ce nombre s'est maintenu, cela veut dire qu'elles ont doublé puisqu'on a 2 fois moins de patients traités comme on l'a vu tout à l'heure. Multiplication du recours aux acides hyaluroniques monodoses. Le marché est difficile à chiffrer du fait des modes de vente très divers, mais il est estimé qu'il y a eu plus qu'un triplement, un sextuplement du nombre de mono-injections. On est passé, semble-t-il, de 10% environ fin 2017 à 60% des patients traités par mono-injection actuellement. Conséquences sur l'acte d'injection, réduction ou pas du nombre d'injections, on vient de le voir, oui. Déterminant, est-ce que c'est l'agenda du rhumatologue, le confort du patient, le prix, tout compris, le sentiment que c'est plus efficace ou qu'il y a moins de risques. Nous n'avons pas de données sur ce que les rhumatologues envisagent quand ils utilisent le monodose et quel est le déterminant principal. Ça pourrait faire l'objet d'une enquête tout à fait intéressante chez les collègues. La cotation, eh bien, est-ce qu'on continue de coter le NZL B001 qui normalement n'est plus cotable ou bien est-ce qu'on fait des facturations particulières hors cotation? Nous n'avons pas de données sur cette question. Combien de rhumatologues facturent encore à NZL? Combien facturent en facturation à part? Enfin, les pratiques commerciales éventuelles, stock de produits, vente directe des produits par les rhumatologues aux patients et le risque de business un petit peu non contrôlé. Là non plus, nous n'avons pas de données sur ce qui se fait. Il serait intéressant de demander à nos collègues ce que chacun fait dans ce domaine. Avons-nous des réponses aux interrogations cliniques sur les acides hyaluroniques que nous avions fin 2017? La réticulation, pas de preuve clinique actuelle, toujours pas, d'une meilleure efficacité. Les essais de non-infériorité entre un réticulé et un linéaire n'ont pas montré de supériorité des réticulés. Idem pour la concentration, pas de supériorité des plus concentrés versus les moins. Enfin, mono versus tri-injection, est-ce que la mono c'est mieux? Est-ce que les tri-injections c'est plus efficace? On n'a pas d'étude phase-phase de mono versus tri, il n'y en a qu'une, permettant de conclure à une différence. Pour le moment, l'efficacité semble comparable, y compris avec des mono-injections qui ne sont que des 3 en 1. On ne sait toujours pas de façon certaine si les traitements par acide hyaluronique permettent de retarder et de réduire le nombre de prothèses totales de genoux. Alors, s'agissant d'un épisode sur les intra-articulaires, je n'ai pas résisté au plaisir de vous dire qu'il y a beaucoup d'autres choses que ce qu'on utilise couramment
en ville. On a vu de nombreux essais cliniques avec différents traitements dans l'arthrose. La toxine botulinique n'a pas montré d'efficacité. Les préparations de tropocollagène intra-articulaire, pas d'évidence d'efficacité non plus. Xavier Chevalier avait mené une étude de l'anti-IL1 anakinra dans la gonarthrose malheureusement négative. Il y a eu une étude d'alimumab intra-articulaire dans l'arthrose digitale, c'est aussi négatif. Et une revue récente de candidats intra-articulaires au traitement de l'arthrose vient de paraître. Elle est très intéressante dans la mesure où elle liste par différentes catégories les produits qui pourraient être proposés. On a des essais cliniques en phase 1 ou 2 avec des protéines recombinantes dans lesquelles sont classés les anti-IL1β, l'angiopoïétine-like, le fibroblast growth factor, autrement dit la sprifermine dont peut-être vous avez entendu parler, le bone morphogénique protéine 7, canakinumab, infliximab, d'autres anti-TNF alpha. On a des études animales avec certains produits qui sont déjà passés en essai thérapeutique avec la grosse hormone, l'insuline-like growth factor 1, l'inhibiteur de la voie WNT, dont vous avez certainement entendu parler, des recombinants monoclonaux anti-ADAMTS5. Enfin, il y a la voie de la thérapie génique par voie intra-articulaire avec plusieurs essais qui sont actuellement en phase 1 ou 2. Et pour terminer, puisque c'est à la mode avec les vaccins Covid, les mRNA ou siRNA pour bloquer la production, la réplication et la production de certaines protéines par administration intra-articulaire de ces mRNA. Alors, avec toute cette liste de traitements actuellement en cours d'évaluation et qui bientôt viendront en essai thérapeutique et peut-être dans nos cabinets, si nous avons bien du mal à sécuriser nos vieux corticoïdes intra-articulaires, à défendre nos injections d'acide hyaluronique intra-articulaire ou à mieux évaluer l'efficacité des PRP, déterminer lequel et à quelle dose administrer, Hervé Barre vous en parlera très précisément. Il semble que l'avenir d'une grosse partie des traitements en rhumatologie, notamment dans l'arthrose, soit intra-articulaire, ce qui est une bonne nouvelle, puisque donc notre savoir-faire en matière d'infiltration intra-articulaire continuera d'être mis à contribution. Je passe maintenant la parole à Hervé Barre qui va continuer cet épisode. Eh bien, bonjour. Je te remercie, Emmanuel, de nous avoir proposé cet exposé sur une première partie sur les produits injectables. Et mon rôle est donc de vous parler d'un autre produit que sont les PRP, qui est aussi de pleine actualité. Vous le savez que ces injections de plasma riche en plaquettes PRP se sont développées considérablement depuis plus d'une dizaine d'années en pathologie musculo-squelettique, sans pour autant avoir trouvé vraiment sa place et avoir bénéficié de recommandations officielles. Les dernières recommandations sur le traitement pharmacologique de la gonarthrose de la SFR qui ont été communiquées en décembre 2018 ont cité ce traitement, mais sans réellement statuer sur sa place. En 2020, des recommandations ont été publiées dans la gonarthrose, j'y reviendrai. Pour ce qui concerne les tendinopathies mécaniques, l'efficacité reste controversée. Je n'aborderai pas le sujet des cellules souches et mésenchymateuses dans ce topo. Alors, la problématique des PRP, c'est que d'une part, il n'y a aucune nomenclature. Cela favorise des dérives commerciales, des indications abusives. Les kits commerciaux se multiplient parce que c'est un marché important. Il n'y a pas que le musculo-squelettique, il y a aussi l'esthétique et en orthopédie dans bien d'autres indications. Il y a une littérature qui est très abondante, mais qui n'est pas toujours convaincante, notamment quand il s'agit de faire des essais contrôlés randomisés de bonne qualité. Il n'y a pas, comme ce n'est pas un médicament, il n'y a pas de pharmacovigilance et la matériovigilance ne concerne que les kits eux-mêmes. Alors, il est absolument nécessaire de structurer, de valider, de faire reconnaître, le cas échéant, la pertinence de ce traitement pour qu'il y ait éventuellement une prise en charge au moins partielle par l'assurance maladie et surtout un encadrement des pratiques afin d'éviter des dérives.
Alors, cette phrase d'Everts montre bien la complexité, puisque la biologie des concentrés de PRP est aussi complexe que celle du sang, et probablement plus complexe que celle de n'importe quel autre agent thérapeutique. Ce n'est pas un médicament, c'est un produit autologue dérivé du sang, et seul dans sa pratique va nécessiter l'usage éventuel de dispositifs médicaux, que sont les kits ou les seringues, avec des centrifugateurs. Alors, un des aspects importants, c'est la multiplicité des actions biologiques des PRP. C'est une action qui peut être cellulaire, angiogénique, cicatrisante, anti-infectieuse, anti-inflammatoire, catabolique, et plus récemment, on a souligné un effet sur la lubrification, sur une chondroprotection et sur la production endogène d'endocannabinoïdes. Donc, vous voyez qu'il est difficile de savoir exactement les effets, puisqu'ils sont multiples, qu'on va pouvoir obtenir dans telle ou telle indication. Il y a aussi autant de PRP pratiquement que de kits, et en fonction de la concentration en plaquettes, en leucocytes, il faut essayer d'avoir quand même des PRP le plus pur possible, même si la présence de leucocytes reste un débat parce que ça stimule un peu une réaction inflammatoire au besoin. Il y a même du plasma pauvre en plaquettes, donc il est difficile de s'y retrouver. Il y a un certain nombre de classifications qui ont été proposées et c'est un vrai problème pour s'y retrouver dans la littérature. Un des problèmes complexes, c'est les variabilités qui sont nombreuses, qui peuvent être liées au type de PRP, c'est-à-dire le volume, le nombre de centrifugations, le mode de récupération du concentré, la concentration en plaquettes qui peut aller de 1 à 1,5 jusqu'à 4 fois la concentration plaquettaire, la présence d'autres facteurs associés, la présence d'un activateur, le nombre d'injections, le volume de ces injections, le rythme de ces injections. Tout ça fait qu'il y a une grande dispersion des protocoles, des difficultés d'analyse. Et il n'y a pas aussi que le PRP lui-même, il y a aussi la qualité de la plaquette du sujet. Le sérum qui est associé à ces plaquettes joue aussi un rôle parce qu'il comporte des facteurs qui peuvent être actifs, et puis la façon aussi, le tissu qui va être traité peut répondre plus ou moins bien aux facteurs de croissance que l'on va injecter. Donc tout ça va altérer la reproductibilité des études et la standardisation. Donc c'est un traitement qui doit rester en deuxième ou troisième intention, ou éventuellement en cas d'impossibilité d'autres traitements, notamment contre-indication, une corticothérapie locale ou à des traitements plus généraux. Les contre-indications restent rares, il faut bien sûr une imagerie préalable et un site précis, et c'est les mêmes raisons que pour tout autre traitement fait localement. Deux indications vont être retenues dans rhumatologie, c'est l'arthrose, et donc injection intra-articulaire, les tendinopathies avec une injection intra- et péritendineuse. Passons sur les lésions musculaires traumatiques, car ça reste très discuté, ça ne concerne pas le rhumatologue, et il faut éviter en pathologie inflammatoire dans les ténosynovites et les arthrites. La gonarthrose est certainement l'indication la plus intéressante, d'une part parce que c'est là où les études sont les plus pertinente. Ensuite, il n'y a pas d'action mécanique associée, donc s'il y a une action, c'est vraiment celle liée au PRP, pas simplement un geste mécanique comme on va le voir dans les tendinopathies. On peut utiliser des comparateurs sérum physiologique ou acide hyaluronique. Ça ne reste pas un traitement de la poussée congestive et ça reste une indication qui est similaire à celle de l'acide hyaluronique. Et on peut éventuellement évoquer le fait qu'il s'agit d'un traitement autologue, que cela peut induire un effet placebo supérieur. Alors, le groupe de recherche international sur les injections de plaquettes, le GRIP, que j'ai l'honneur de présider, a publié l'année dernière, donc à SSTA, un premier consensus sur les injections intra-articulaires dans la gonarthrose. Les résultats ont été présentés au congrès de la SFR en 2019 par Florent Aymar. Je ne reviendrai pas sur les détails de ces recommandations, mais je vous invite à les lire.
J'aborderai juste le débat pour être dans la suite de ce que vous a dit Emmanuel. Le débat, c'est versus acide hyaluronique. Pour ce qui concerne l'EVA, dans cette méta-analyse, vous voyez qu'il n'y a pas de différence et 3 mois sur la douleur. Les PRP seraient supérieurs à l'acide hyaluronique à 6 et 12 mois au niveau de la douleur. Pour des indices fonctionnels, on retrouve exactement les mêmes résultats, pas de différence à court terme, peut-être une supériorité du PRP à long terme. Sur l'indice de Lequen, les PRP seraient supérieurs à l'acide hyaluronique dans une étude sur 3. Ce n'est pas non plus des différences fondamentales. Et puis, pour ce qui concerne la tolérance, c'est évident que la tolérance est bonne dans l'injection intra-articulaire et tout à fait comparable à ce que l'on peut trouver pour l'acide hyaluronique. Deux autres publications voilà, laissent penser qu'il y a peut-être une supériorité à long terme des PRP. Je pense en tout cas que si les avantages des PRP par acide hyaluronique sont que bon, ce n'est pas une seule injection, puisque maintenant on fait aussi du monodose en acide hyaluronique, mais peut-être qu'une injection de PRP par rapport à une monodose pourrait avoir un effet un peu plus longtemps, un peu plus long. C'est un traitement autologue, ce qui séduit toujours les patients. Il y a une action anti-inflammatoire à court terme qui peut être intéressante dans certaines synovites qui ne répondent pas bien à la corticothérapie locale, une action chondroprotectrice, mais reste difficile à prouver, et il n'y a pas de réaction pseudo-sceptique. Les avantages de l'acide hyaluronique, c'est moins cher, c'est moins lourd, il y a plus de recul. Quant au couplage de ces deux traitements, certains kits associent les deux produits, on manque de données solides pour les recommander. Dans les tendinopathies, il y a de nombreuses différences dans les tendons, selon l'anatomie, le mode d'insertion, la fonction. Il y a des variations dans leurs différents métabolismes contenus en fibrocartilage, en collagène, etc. Ce qui fait qu'il n'y a pas de conception uniciste de l'éthiopathogénie et des traitements, et qu'il est difficile de comparer les résultats d'un traitement dans une tendinopathie par rapport à une autre. La difficulté, c'est que quand on injecte du PRP dans un tendon, on associe un geste mécanique, puisqu'on injecte en intratendineux dans une fissure qui est plus souvent un clivage interfasciculaire, qu'il y a des manœuvres de triturage, de dry needling ou de criblage, enfin, différents termes sont utilisés, et que les résultats sont à peu près similaires quand on injecte d'autres produits, comme dans la prolothérapie avec le dextrose, par exemple. Alors, les PRP pourraient être une alternative ou un complément de l'acide hyaluronique dans la conarthrose en traitement de deuxième intention. C'est vrai qu'il y a une bonne tolérance à court et moyen terme. Le protocole est quand même un peu plus lourd. Ça nécessite un infirmier, une organisation. Ce n'est pas forcément facile à organiser dans un cabinet libéral de rhumatologie. Il faut bien sûr un éco-guidage. Donc ça limite un peu le développement de ce traitement. Le coût des kits est assez variable. On a moins de recul de données dans la littérature, avec peut-être une supériorité en termes de résultats à long terme, mais qui reste encore à réellement démontrer. Donc l'acide hyaluronique, à mon avis, garde sa place et doit être proposé en premier lieu. Et c'est en cas d'échec ou de réponse insuffisante, éventuellement, que le PRP pourrait être proposé, mais tout ça peut être modifié par des études ultérieures. Dans les tendinopathies, les indications sont plus complexes. Il ne faut certainement pas traiter trop tôt ni trop tard. Tout ça pour dire que le rhumatologue a pris un peu le train en marche avec retard et de fait de sa connaissance de la pathologie ostéo-articulaire, de sa rigueur, il doit s'intéresser au PRP, il doit participer à des études pour en confirmer l'intérêt dans des indications qui doivent être précises et validées, pour favoriser un encadrement et une éventuelle prise en charge et lutter contre les dérives que l'on voit qui ne sont vraiment pas justifiées vu l'engouement qu'il y a, bien sûr, maintenant cherche à faire des gestes locaux à l'excès. Pour justement essayer d'obtenir cette
prise de conscience chez les rhumatologues. Il y a d'ailleurs plusieurs services hospitaliers commencent à développer ces injections de PRP. Il y a ce groupe de recherche que nous avons créé pour essayer d'obtenir de la rigueur et un cadre plus précis, et aider à développer des bonnes études de méthodologie pour que les PRP finissent soit par convaincre, soit par confirmer le scepticisme de certains. Alors maintenant, le débat est ouvert. On va pouvoir répondre à vos questions avec Emmanuel et je vous remercie de votre attention.